J'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors 25 ans après tout le monde, mais je l'ai lu. Et j'ai visionné la mini-série qui en découle. Je pouvais pas faire l'impasse sur cette mini-série, elle est signée Jean-Jacques Hano. J'aime beaucoup le travail de Jean-Jacques Hano. La guerre du feu, Le nom de la rose, L'amant, 7 ans au Tibet. C'est de très loin le cinéaste français le plus éclectique et le plus imprévisible. Jean-Jacques Hano, il te donne envie de vivre sur un plateau de cinéma ambulant. C'est le Marco Polo du 7e art. Bref, assez d'éloges. Je vais le faire rougir. Il va commencer à bégayer, ça va être gênant. La vérité sur l'affaire Harry Kéber est un roman policier captivant, étonnamment drôle et plutôt bien orchestré. Son succès se comprend. En toile de fond, concrètement. En toile de fond, t'as l'amitié passionnelle entre un mentor et son disciple, et en relief, l'amour interdit entre ce même mentor et une adolescente de 15 ans. Ceci agrémenté de coups de théâtre, évidemment, et de la, comment on pourrait dire ça, de la radiographie, de la radiographie d'une Amérique à la fois édénique et villageoise. Tu vois, l'Amérique des diners, des pick-up trucks, du racisme approuvé, des fous de la gâchette et des pom-pom girls, cette Amérique-là, sans oublier la mosaïque de paysages vertigineux. Joël Dicker, le Suisse Joël Dicker, a su planter le décor de son roman. C'est un jeune écrivain qui a du jus, incontestablement. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que l'objet de cette vidéo, c'est le jus. Harry Kéber, le mentor si plein de charme, d'élégance et de causticité, parce qu'il est caustique le sagouin, il est très caustique, il sait tacler comme on aime, surtout son disciple, il tacle. Au commencement de l'histoire, Harry Kéber est un écrivaillon. C'est un écrivaillon, un obscur prof de lycée qui a publié un pauvre bouquin à compte d'auteur et qui nécessairement rêve de gloire littéraire. Alors, il décide, afin de combattre la médiocrité de sa vie, de s'exiler au bord de la mer, fort de ses économies, et de tenter d'écrire au calme le grand roman américain qui le consacrera. Il trouve un patelin en bord de mer et une maison en location dans laquelle il s'installe. La maison est idyllique. Elle est idyllique, la baraque, cernée par la mer et la forêt, un petit paradis terrestre, le parfait creuset pour écrivains solitaires. Et en prime, les villageois du coin, tu sais, les représentants de l'Amérique profonde, idolâtrent Harry Kéber. Pour eux, c'est Bernard-Henri Lévy, quoi. C'est le mondain, c'est l'intello, c'est le citadin qui écrit des livres. Tu te rends pas compte, Germaine, il écrit des bouquins. Il a beaucoup de cheveux et des lunettes. Il appartient à une race à part. Et en plus, il est bel homme. Il a une tête à s'appeler Patrick Dempsey. Je sais pas ce que t'en penses, mais il a une tête à s'appeler Patrick Dempsey et à jouer dans Grey's Anatomy. En somme, c'est l'instructeur universel de la légende hindoue, tu sais, et les jolies vachères lui tournent autour. Hare Krishna, Hare Krishna. Les jolies vachères vont jouer un rôle dramatique dans la vie de notre Krishna Kéber aux gros cheveux. Parmi elles, Nola Kellergan, 15 ans. Et là, ça se complique. Nola Kellergan, 15 ans, tombe folle amoureuse de Krishna Kéber Grey's Anatomy, 34 ans. Jean-Jacques Hano a poussé le vice dans la série. Son Kéber a 40 piges au moment des faits. Nola Kellergan tombe folle amoureuse de l'écrivaillon et vice-versa. Elle sera sa muse. Elle lui inspirera son grand roman américain. À compter de la publication de ce roman, intitulé Les origines du mal, Kéber accédera à la gloire littéraire tant convoitée. Mais il y a un hic.
un gros hic même. La rançon de la gloire, peut-être. Nola est porté disparu à l'achèvement du roman. Ses ossements sont retrouvés sous le jardin de Khéber 33 ans plus tard. C'est Marcus, le disciple de Krishna Dempsey, le jeune écrivain prometteur Marcus, qui mènera l'enquête. Le jus. Qu'est-ce que j'appelle le jus? Je t'ai dit que c'était l'objet de cette vidéo. Le jus, c'est le fluide créateur. C'est la semence fécondante. C'est ce que les Vikings appelaient la bière d'Odin. L'hydromel qui offre au poète le don de poésie. Le don du verbe. Il y a dans les anciens mythes une association évidente entre le sperme de l'homme et sa capacité à créer, à produire des enfants bien sûr, mais aussi des œuvres qui rivalisent avec celles de la nature. Le poète, l'écrivain est un homme ou une femme d'action, un producteur d'œuvres, au même titre que l'architecte ou le souverain, d'où le statut particulier des écrivains encore aujourd'hui. D'où l'espèce de considération particulière qui les entoure. La bière d'Odin, Coco. Harry Khéber est un écrivain, d'accord, mais un écrivain en panne d'inspiration. Sa semence créatrice est proche de zéro. Son premier bouquin n'a fait aucun bruit. C'est un tâcheron. Voilà, pardon, mais c'est un tâcheron et la maison idyllique du bord de mer n'y change pas grand-chose. Et pourtant, il a compris que le corps et l'esprit ne font qu'un, tu vois. Il se défoule sur la plage à grande foulée. Il court, il boxe, mais rien n'y fait. L'inspiration ne vient pas. Et puis Nola arrive. Nola, la nymphette. L'actrice qui incarne Nola est norvégienne d'origine. C'est rigolo. L'hydromel des poètes est connaît, en principe. Elle a des yeux très forts, cette fille. Elle a des yeux très métalliques comme ça. Elle le rend complètement gogo, le Harry Khéber. Alors l'actrice a 20 ans passés. Arrête de crier. Elle a 20 ans passés. Il est gogo parce qu'il ne veut ni la toucher, ni s'en séparer, et préfère se raconter des cracks sur une prétendue relation céleste entre eux. En fait, Khéber ploie sous le fait de sa culpabilité. Et on le comprend aisément. Elle a 15 ans, bordel de Dieu. Une muse de 15 ans, ça n'a ni rime ni raison. Va sur SoundCloud et écoute l'émission Étape suivante, d'accord? Étape suivante. Je m'interroge sur la différence de traitement entre l'initiation érotique d'un garçon par une femme plus âgée et l'initiation érotique d'une fille par un homme plus âgé. Le deuxième cas de figure est plus problématique que le premier. J'explique pourquoi, tu me diras ce que tu en penses. Bon. Hare Khéber Krishna comprend que le corps et l'esprit ne font qu'un. Un intellectuel n'échappe pas à la règle d'or. Il est sportif, son corps existe, exulte, mais on ne lui a jamais connu aucune partenaire sexuelle. Ni avant Nola, ni pendant Nola, ni après Nola. Sa vie sexuelle est un néant. Joël Dicker, il s'appelle vraiment Dicker, ça tombe bien, ne nous donne aucun renseignement sur son rapport au sexe. Aucun. A priori, il aime les femmes, Harry Khéber. A priori. N'étant pas issu de l'Amérique profonde où il a élu domicile, mais plutôt d'une Amérique progressiste, il aurait pu se permettre d'aimer les hommes, mais rien ne nous indique qu'il aime les hommes. Tu vois, là, je suis Sherlock Holmes, là. Je revais le masque de Sherlock Holmes, là. Rien n'indique qu'il aime les hommes, tu vois. Il considère Marcus comme son fils. Non. A priori, il aime les femmes, mais
quelque chose n'est pas réglé. Il passe une semaine dans une chambre d'hôtel avec Nola, mais je le répète, rien ne laisse deviner qu'ils aient fait l'amour. Joël Dicker ne dit rien. Par contre, on sait une chose. Nola a eu un rapport sexuel. Elle n'est pas la poupée que l'on croit. C'est déjà une femme. C'est déjà une femme qui pense et planifie comme une femme plutôt que comme une fille. Kébert la repousse, physiquement. Il repousse Jenny la serveuse, la blonde et aguicheuse Jenny la serveuse, jolie comme un cœur, et majeure, s'il te plaît, majeure, il la repousse. Il ne partage le lit d'aucune femme, jamais, jamais, jamais. Sa libido est au point mort, sa créativité est au point mort. Attention, spoiler de taré, tu peux encore quitter la vidéo. Les origines du mal, son prétendu grand roman américain inspiré par Nola, Les origines du mal, n'est pas signé de lui. Il n'a pas écrit ce roman. Il n'a pas de jus. C'est un tâcheron et un voleur. Ça arrive. Ça arrive, mais pourquoi ? Quand j'étais à la fac aux États-Unis, je suis tombé par hasard sur un article de journal que j'ai conservé quelque part dans mon maelstrom de papier, et qui faisait état du lien entre sexualité et création d'un point de vue scientifique. D'un point de vue scientifique. Je n'ai plus en tête les termes scientifiques, mais en somme les éléments responsables de notre créativité, logés dans l'hémisphère droit du cerveau, si je ne m'abuse, communiquent de façon privilégiée avec les glandes responsables de notre libido. Ouhouhou! Je te la fais courte, mais les documents sérieux à ce sujet existent. Plus la communication est effective entre les deux pôles d'énergie, meilleure est la santé des deux pôles d'énergie. C'est à peu près ça, et ça rejoint la sagesse des skalds. Les skalds, les poètes vikings, les skalds. Si tu prends les sages asiatiques, par exemple, les sages asiatiques pensent de la même façon. L'amour tantrique, ce qu'on appelle l'amour tantrique, invite l'homme à contrôler l'émission de son sperme de façon à expérimenter l'orgasme par-delà l'éjaculation, de façon à prolonger sa durée de vie, et de façon à faire sauter les verrous de sa créativité. Voilà, ça paraît barré comme ça, mais ça ne l'est pas. Kébert, visiblement, n'est ni taoïste, ni viking. Pourquoi est-ce que je m'excite ? Il n'est ni taoïste, ni viking, le Kébert. Il est impuissant. C'est dit, je l'ai dit, il est complètement impuissant. C'est dit. C'est un formidable coach pour Marcus. Indéniablement, un formidable observateur de la vie. Mais les meilleurs coachs ne font pas les meilleurs joueurs. Kébert est un homme malheureux. Il est malheureux comme les pierres pour des raisons qui dépassent le cas Nola Kellergan. En fait, tomber amoureux de Nola est un prétexte. Il n'est pas amoureux de Nola. Il sait très bien qu'il n'y a ni présent ni avenir avec cette fille. Elle est trop jeune. C'est un tendron. Il se tire une balle dans le pied pour continuer de ne pas écrire, c'est ça la vérité. C'est de l'auto-sabotage. Il veut rester impuissant, le Kébert, il le veut. Certaines personnes préfèrent le confort du malheur à la difficulté de réussir. C'est plus simple d'être malheureux. Je sais pas moi, prends Picasso par exemple. Picasso, lui, il a forniqué jusqu'à 90 balais, et quand l'impuissance l'a finalement rattrapé, non seulement il a cessé de peindre, mais il est mort. Victor Hugo, pareil. Alors, tu me diras, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ceci et cela? Bourreau des cœurs, bourreau de travail, même combat?
Est-ce que les femmes ont un rapport à la puissance créatrice différent de celui des hommes, en règle générale? On peut se poser la question. Penche-toi sur ton propre cas, mon ami, et dis-moi tout. Qui sait, comme Marcus, j'en ferai peut-être un livre.